Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 3 mars 2014 de Laval et compagnie. À chaque semaine à l'émission, on parle de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À chaque semaine, il commente, analyse et décortique l'actualité lavalloise de l'Écho de Laval. Ghislain Plourde, bonjour. Bonjour, Éric. Première nouvelle, un conseiller dénonce des nominations. Oui, c'est un élu indépendant du district Fabreville. Son nom, c'est Michel Trottier. Il dénonce effectivement des nominations que lui qualifie de partisanes, des nominations faites par le comité exécutif de la ville de Laval. Il a relevé de novembre à la mi-février à peu près une soixantaine de nominations sur le lot. Il y en a une seule qui ne concerne pas une élue du mouvement lavallois, le mouvement lavallois qui est majoritaire au conseil municipal et qui est le parti également du maire Marc Demers. Il demande donc à ce qu'il y ait un peu plus de transparence. Il veut également qu'on répartisse les charges, les responsabilités à tous les conseillers, donc les deux du Parti Action Laval, qui est l'opposition, et également aux élus indépendants, qui sont également au nombre de 2. J'ai l'impression qu'ils ne se feront pas des amis, lui. Pas véritablement. Bonne nouvelle, baisse du décrochage scolaire à Laval, c'est ça? Oui. D'ailleurs, ça fait longtemps que ça existe. En fait, que ça dure, cette baisse-là, non? Tout à fait. Depuis une dizaine d'années du côté de Laval, près d'une dizaine d'années, pour être très précis. Si on prend le taux global en 2002-2003, le taux de décrochage était d'environ 26 un petit peu plus de 26 2010-2011, les dernières données disponibles parlent de 18 donc une baisse de 8 ce qui est déjà un effort louable. Ce qui est intéressant, on parle souvent de décrochage scolaire un peu plus prononcé chez les garçons. Eh bien, pour la même période, le taux de décrochage a chuté de 10 donc encore plus important du côté des gars. Donc, les gars accrochent. Les gars semblent raccrocher effectivement à l'école, et c'est tant mieux. On a dévoilé ces chiffres récemment dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. On en a profité également pour renouveler une entente qui promouvoit justement des projets qui suscitent la participation en milieu scolaire, une entente de 2 ans d'1,2 million de dollars. Il va falloir s'y habituer à la mondialisation. C'est une compagnie mexicaine qui a acheté un fleuron du pain ici au Québec. Oui, le pain pomme que vous connaissez sans doute, qui fait partie du grand groupe Canada Bread. Canada Bread, qui était détenu jusqu'à tout récemment par les aliments Maple Leaf, eh bien, Maple Leaf a vendu sa participation majoritaire, qui était autour de 90 au Mexicain Grupo Bimbo. Et c'est une transaction d'importance. Le pain Bimbo, ben oui, c'est vrai. C'est une transaction d'1,8 milliard de dollars. Il faut comprendre que Canada Bread détient, on ne le dit pas, mais également Bon Matin, Villaggio, pour ne nommer que ces marques. Au Québec, c'est 8 boulangeries, 5 centres de distribution, dont un grand centre ici à Laval, sur le boulevard Francis-Hugues. Qu'adviendra-t-il du futur? Un peu difficile de préciser à ce stade-ci, puisque la transaction a été annoncée seulement dans les derniers jours. On s'attend peut-être à une certaine restructuration, mais on ne prévoit pas de perte d'emploi à court terme. Et ce sont des Mexicains qui viennent acheter oui, les compagnies. Tout à fait. C'est drôle quand même comment le monde change. Et c'est un des plus grands producteurs de produits de boulangerie au monde. Et j'ai déjà mangé du pain Bimbo, c'est du bien bon pain. Oui. OK, on peut suivre l'actualité sur le site Internet de l'Écho de Laval. Tout à fait, des nouvelles fraîches tous les jours, l'échodelaval.ca, l'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Puis sinon, il y a la version papier. Tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine, Justin. À 450 Sport cette semaine, Sarah Bibeau nous parle des nouvelles sportives de Laval. Salut, Sarah. Oui, salut Amélie. Je me suis ennuyée de toi. Moi aussi, je me suis ennuyée. En tout cas, la barre était haute pour que je te remplace. Ah oui, ça a bien été? Ça a très bien été, merci. Bon, excellent. Je suis contente d'entendre ça. Écoute, on commence tout de suite avec la gymnastique. Oui, les Jeux olympiques d'hiver sont terminés. Donc maintenant, on parle de gymnastique. Notre club de Laval Excellence, les petits garçons, se sont illustrés face aux Américains à la Coupe junior qui a eu lieu du 31 janvier au 1er février dernier, et c'était en Pennsylvanie. Alors, ces 5 gymnastes lavallois, ils ont ramené à eux 5, attention, 2 trophées, 6 plaques honorifiques et 16 médailles. Wow, on parle de quel âge à peu près? Environ 10-11 ans.
Wow, c'est une belle expérience pour eux. Oui, de très belle expérience de jeunes garçons talentueux. Donc, l'équipe composée de Félix Dolci, Laurent Gosselin-Paradis, Olivier Menezes, excuse-moi, Olivier, Menezes-Thibault, Mathieu Filion et William Aymar. Ensemble, en équipe, ont obtenu un pointage de 235,80, ce qui leur a permis de s'en aller avec la plaque honorifique, remporter le titre de champion. Et l'équipe en deuxième position avait amassé 218,40 points, ce qui est un écart de 17,4 points entre la deuxième position et la première position. Donc, notre équipe lavalloise a vraiment raflé tous les honneurs. Donc, Félix Dolci, 11 ans, lui, a impressionné les juges en recevant la plaque du plus prestigieux gymnaste avec un total de 80,80 points pour s'envoler avec la première position. Je tiens à vous rappeler que Félix avait participé aux Jeux l'année dernière, aux Jeux du Québec au Saguenay. Il avait remporté 5 médailles. Alors, c'est vraiment un athlète talentueux. Les futurs athlètes olympiques. Ça. Oui, futurs athlètes olympiques. Pour les Jeux à venir, peut-être. Ça. Il est âgé que de 11 ans. Sinon, on a Laurent Gosselin-Paradis qui a obtenu 75,90 points pour avoir la deuxième position. On a Olivier qui a mérité la troisième position avec un pointage de 75,50. Mathieu Filion a également contribué au succès de l'équipe avec sa deuxième place au cheval d'arçon et une troisième position aux anneaux. Et on a William qui a eu son mot à dire en finissant en tête aux anneaux et aux échelons au saut, au troisième échelon au saut, excusez-moi. Donc, on rappelle un total de 2 trophées, 6 plaques honorifiques et 16 médailles à eux 5. On poursuit au basketball. Les nomades du Collège Montmorency. Les filles, elles ont remporté le championnat de la saison régulière Division 1. Au niveau collégial, c'est bien ça. Donc, une fiche de 13 victoires, aucune défaite. Les filles participeront à la première ronde des championnats provinciaux dimanche le 2 mars prochain. Depuis le début de la saison, la défensive des nomades frôle la perfection. Alors, elles, qu'ils ont accordé une moyenne d'environ 40 points par joute, ce qui est très bon au basketball, parce qu'on peut avoir des matchs d'environ une centaine de points. Donc, 40 points, c'est pas si mal. Et pour ce qui en est de l'offensive, il y a plusieurs joueuses qui se démarquent, ayant une moyenne de 7 à 8 points par partie. Du côté masculin, malheureusement, les garçons ont un petit peu plus de difficultés au niveau basketball, les nomades du Collège Montmorency. Ils occupent le dernier rang du circuit collégial avec une fiche de 2 gains et 13 revers. Mais les filles peuvent compenser pour leur perte, c'est pour ça. Est-ce qu'on termine rapidement avec le soccer? Oui, alors, au soccer, on a parlé la semaine dernière avec Jean-Philippe Mérand de l'Association régionale qui nous parlait du soccer, l'Association régionale de soccer, le tournoi intérieur. Donc, 10 équipes lavalloises ont remporté la finale et on a 10 autres équipes qui ont reçu la médaille d'argent. Parmi ces équipes, le U masculin, le U9 masculin, les Dragons Noirs de Deltan, U10 masculin, Chemédé, le U11 masculin, Fusion de Fabrose, U12 masculin, Titan de Montreuil, il y en a beaucoup. On doit terminer là-dessus parce qu'on a des images d'un récent tournoi de l'Association régionale de badminton de Laval qui a reçu des joueurs britanniques de haut niveau et c'était au Centre sportif Bois de Boulogne en janvier dernier. Donc, on avait hâte de vous présenter ces images. C'est aujourd'hui qu'on le fait. Alors, on se laisse sur ces images de badminton. Sa compagnie Alice Innovation se spécialise dans la construction de la maison de vos rêves. D'ailleurs, il fait de très belles maisons chalets. Il est le directeur de cette compagnie. Il s'agit de Alain Desmarais. Alain Desmarais, bienvenue à Laval et compagnie. Merci, bonjour. C'est une nouvelle compagnie ou c'est une ancienne compagnie qui a changé de nom? Non, c'est une compagnie, ça fait 8 ans qu'elle existe déjà. Je fais surtout de la rénovation, mais je fais aussi de la maison neuve. Puis là, il y a une tendance de maison chalet. Faites-moi la différence entre un chalet, une maison et une maison chalet.
En réalité, c'est la même chose. Le monde, c'est parce qu'ils s'en servent comme un chalet, mais aujourd'hui, le monde, ils vont vers le chalet, je veux dire, ils partent de leur maison, ils vendent leur maison, ils sont à leur pension, ils retournent dans leur chalet, ils améliorent leur chalet ou ils en veulent un nouveau. Donc, c'est d'avoir plus de confort dans ce qui était avant peut-être plus rustique, c'est ça? Bien, ils retournent à la campagne. Ils retournent à l'extérieur de la ville. Tu sais, ils travaillent à la ville, puis ils retournent à la campagne. J'ai vu sur votre site Internet les différents styles de maisons. D'ailleurs, je vais les mentionner. Il y a le patriote, le campagnard, l'artiste et l'artiste modifié. Ouais, mais c'est ça, c'est des maisons qui, en réalité, c'est mes designs à moi. OK. Tu sais, que je propose aux clients. Seulement que je vais leur construire la maison qu'ils veulent, selon les plans aussi. Ah, parce qu'on peut aussi arriver avec son plan, Ben oui, puis ben oui, allez c'est vous ça, voir. c'est ça. Ça, c'est des propositions que je fais, des maisons vraiment écologiques, éco-énergétiques, si vous voulez, là, très bien isolées d'après les normes d'aujourd'hui. J'imagine que ça fait quand même quelques années que vous faites ça. Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Donc, vous avez vu toute l'évolution de la construction. Oui. Puis des matériaux aussi. Oui, les nouvelles règles aussi qu'il y a aujourd'hui. C'est quoi la différence, justement, bâtir une maison en 2014 comme il y a 30 ans, c'était quoi? Les maisons sont mieux isolées. On a des règles aussi au niveau des fenestrations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir trop de fenestration par rapport à l'espace du plancher qu'on a. Mais tu sais, on peut jouer avec ça, là, mais OK. c'est surtout les maisons de campagne. Le monde aime ça avoir des grandes fenêtres. Des grandes fenêtres pour voir dehors, bien sûr. C'est ça. Bien là, on joue avec ça. Là. Est-ce que c'est moi ou même il me semble que la pierre, le plâtre, le bois ont jamais été aussi présents dans la construction des maisons maintenant? Mais le bois, c'est très chaleureux. C'est très bien aussi au niveau de l'oxygène. Le bois respire. Au niveau... c'est vraiment une question de goût aussi, OK. là, hein? Mais sinon, il y a des tendances, non? Il me semble qu'il y a plus de pierre dans les maisons, il y a plus de bois. Oh, c'est vraiment une question de goût, là. OK. C'est sûr que si on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons contemporaines. Tu sais, le monde, ils s'en vont sur ce mode-là, là. Puis il y a beaucoup de pierre, beaucoup de bois. Moi, j'aime beaucoup le bois. Oui, moi aussi. Et c'est surtout que c'est durable. C'est ça. Puis ça prend un petit peu plus d'entretien, par exemple. Mais c'est à l'extérieur, oui. Oui. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux bois. les nouveaux bois, si on s'en va avec une teinture opaque, là, on donne une garantie au moins de 10 à 15 ans. Bon, moi, je veux faire affaire avec Alice Innovation. Ça me prend combien d'argent pour m'acheter une maison chalet de base? Ça va de quel prix à quel prix chez Mettons, vous? si on part juste de la construction de la maison comme telle, parce qu'il y a les infrastructures aussi qui vont avec, là, ça dépend où est-ce qu'on construit la maison. Bien sûr. Mais on parle d'une maison, ça peut varier entre 150, puis ça peut monter jusqu'à 500 aussi. Bien sûr. Ça dépend bien sûr des moyens. Oui. C'est pour ça que je vous parlais du prix plancher. Bon, on est capable de construire une maison, mettons, avec les taxes incluses pour 200 000. Et vous faites aussi les aménagements extérieurs? Vous occupez de ça? Oui. On peut faire tout clé en main. Donc, ça, c'est le volet, on bâtit des maisons, puis il y a aussi le volet rénovation. Oui. Est-ce que ça aussi, Le volet rénovation, je vais vous dire, c'est beaucoup... c'est ça qui prend le plus de temps, qui occupe plus notre entreprise, si vous voulez. Là, comme c'est là, c'est Laval. Le monde, il demande des agrandissements soit vers un deuxième étage, soit un agrandissement vers l'arrière. C'est des petites maisons, à peu près 1000 pieds carrés. Des fois, c'est le parent qui s'en vient rester avec eux autres. C'est vrai, Puis là, c'est ça. C'est réaménagement. Tu sais, juste donner un exemple, là, une maison, si on rajoute un deuxième étage, ça peut coûter... il faut réaménager le premier aussi, Bien là, sûr, tu sais, souvent. bien sûr. On peut parler à peu près 150 000. à peu près. Et puis aussi, quand les enfants s'en vont, est-ce qu'on fait des chambres? On peut les aménager Bien, ce différemment? qu'on fait, c'est que souvent, on ouvre les pièces. C'est ça. Tu sais, on enlève des murs, on réaménage l'intérieur de la maison. C'est souvent demandé aussi. Donc, c'est une compagnie lavalloise, Alice Innovation. D'ailleurs, je vais te donner vos coordonnées. C'est au 32-36 boulevard Lévesque-Est à Laval. Oui. Et sinon, le numéro de téléphone pour faire appel à Alice Innovation, c'est 450-936-3755. Alors, 450-936-3755. Ou sinon, il y a le site Internet www.maisonchalet.com. Tout ça au singulier. Ça me fait plaisir, Alain, de vous rencontrer. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse à l'émission, Véronique Angélil. Bonjour, Véronique. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous fais un survol de quelques événements à venir à Laval. Alors, on commence avec l'exposition de
Ça y est, sarfaraz micropolitique. Exactement. Voilà. Donc, c'est une exposition qui a lieu présentement à la salle Alfred Pélan de la Maison des Arts de Laval. C'est du 23 février, donc récemment, au 27 avril. C'est conçu de dessins et d'installations inédites de l'artiste. Puis ça donne un point de vue vraiment personnel de ce qui se passe présentement au Moyen-Orient et ce qui se passe depuis plusieurs années, puisque l'artiste vient de Shiraz, en Iran. Donc, on comprend vraiment que c'est son histoire qu'elle raconte à travers ses œuvres. Donc, ces œuvres, c'est vraiment des scènes qui peuvent paraître enfantines, on peut dire, qui peuvent paraître innocentes, pardon. Mais en fait, ils reviennent sur les événements assez violents qui sont arrivés au Moyen-Orient depuis des années. Donc, c'est très intéressant. La commissaire de l'événement est Claire Moider et l'exposition bénéficie du soutien d'Amnesty International. Donc, c'est vraiment un bon soutien. Donc, des sujets assez percutants, mais traités de façon un peu légère, exactement, un peu naïve. Oui, pour montrer la vision un peu de l'enfant à travers ces événements-là. OK, excellent. C'est ça. Donc, en plus de cette exposition-là, il y a une autre exposition à la Maison des Arts de Laval aussi. Oui. C'est l'exposition de Nicolas Lachance qui s'appelle Éclat. Donc, c'est au foyer du Théâtre des Muses. Et cette exposition-là, en fait, ça nous porte à réfléchir sur les babioles qu'on achète les babioles. En voyage. Les babioles, exactement, qu'on achète en voyage. OK. Les souvenirs, les porte-clés, tout ce qui est à l'effigie des pays. Donc, voilà, il nous porte à réfléchir là-dessus, exactement, dans le sens sur l'importance, sur est-ce que c'est vraiment important OK, c'est peut-être un peu vide ou... Oui, OK, je comprends, c'est bien. Donc, si on veut plus d'informations, on peut aller directement à la Maison des Arts ou sur leur site Internet ou appeler au 450-662-4440. OK. Donc, on va avec sortie au domaine de l'érable à Saint-Hilaire. Exactement. En fait, c'est organisé par le Rendez-vous des aînés et c'est pour profiter des délicieux produits de l'érable. On aime tout ça. Hein? J'adore le sirop d'érable. J'en fais une maladie, j'en prends tout le temps. Donc, voilà. Le forfait pour... la sortie comprend le transport en autobus, le repas chaud traditionnel à volonté. À volonté, c'est assez à retenir. Donc, la tire sur la neige, la balade en carriole, etc. La musique, danse, animation. Donc, c'est très intéressant. Oui, une belle sortie, ça. Exactement. Donc, pour s'inscrire ou pour plus d'informations, on peut aller sur le ccrva.org ou appeler au 450-667-8836. Excellent. Donc, on poursuit avec formation, initiation en soins palliatifs. Oui, c'est une formation offerte par l'organisation Lumivie. En fait, ça offre... Le but, c'est d'offrir la formation pour accompagner des individus qui sont soit près du milieu palliatif ou qui sont directement touchés, qui sont qui en phase palliative. C'est pour des personnes qui veulent accompagner moralement ou spirituellement. C'est 45 heures. On remet une attestation à la fin. Et c'est le 15, 16, 29, 30 mars et le 12 et 13 avril. Donc, on peut avoir plus d'informations et s'inscrire au 450-687-8311 et avant le 7 mars, parce que c'est la date limite d'inscription. Et rapidement, TCLCF, c'est la 5e anniversaire. Exactement. Mais la table de concertation de Laval en conditions féminines, je pense qu'elle est venue la semaine passée à l'émission. Oui. Donc, elle fête son 25e anniversaire et si on veut assister au souper-spectacle, eh bien, on n'a rien qu'à appeler au 450-682-8739. TCLCF, dis-je. Voilà, je savais. Merci beaucoup, Véronique. Et à la semaine prochaine? Oui, excellent. Vous l'aurez sûrement remarqué, TVRL n'a jamais cessé de changer au cours des dernières années. Il est un des artisans de ce changement ici. Il s'agit de son président-directeur général, Eduardo Dacosta. Bonjour, Eduardo. Bonjour, Éric. Alors, TVRL change et va devenir... TV Laval. Pourquoi ce changement-là? TV Laval, c'est pour donner une nouvelle image. Ça fait longtemps que ça fonctionne sur TVRL et je trouve que les gens ne savent pas exactement où trouver TVRL puis ils ne connaissent pas vraiment notre existence. La façon que ça fonctionne, c'est que Ma TV à Montréal, qui est diffusée sur le 609, qui est une télévision HD, avec des ententes avec le CRTC, doit donner à la communauté, à chacune des communautés, exemple ici Laval, Terrebonne, doit donner 4 heures de diffusion de télévision pour que la communauté puisse faire valoir et faire connaître ce qui se passe dans sa région. Mais par contre, c'est diffusé sur le 09. C'est pour ça que dans la nouvelle image de TV Laval, vous voyez toujours TV Laval 09. Donc,
inciter les gens à syntoniser le 9. Le 9, parce que nous, on est diffusé encore sur le 9 pour vraiment, faire la différence entre le 609 et le 9. Est-ce qu'on va voir des changements en termes d'image? Oui, en fait, on a déjà commencé avec l'avenue, avec ton avenue ici à l'émission, et on va devenir de plus en plus communautaire. Faut savoir ce qui se passe à Laval, faut parler de Laval, faut parler des événements à Laval, du sport à Laval. La télévision est beaucoup écoutée par les aînés. Il faut aller rejoindre ces aînés-là. Et la grande nouveauté aussi, c'est que dans tout ça, on a aussi refait le site Internet au complet. Parce que maintenant, on regarde Laval. la télévision Tout à fait, sur le web. Tout à fait. Et vous verrez que dans l'émission, on a, avec un de nos animateurs, Cédric, une télévision qui s'adresse énormément aux jeunes. De plus en plus. Les jeunes ne sont pas devant la télévision, mais toutes ces émissions-là vont pouvoir regarder ces émissions-là sur le site Internet de TV Laval. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le nouveau site, les nouvelles couleurs, tvlaval.com, le nouveau Facebook, vraiment une image. Puis on a déjà vu le changement avec les décors, la venue de nouveaux gens. Faut faire connaître les Lavallois à travers la télévision communautaire. T'es rendu où dans ton plan de développement par rapport à cette télé? En fait, ça va vraiment... le plan qu'on avait dessiné, je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y a un CA. Hein. Il y a vraiment plusieurs... Il y a 7 personnes alentour de la table, puis qui ont tous, comme nous, envie d'emmener ça ailleurs. C'est beaucoup de travail, parce qu'il y a toujours... tu sais, n'importe quel business, c'est énormément de travail. Et ici, le plus difficile, c'est que c'est pas une télévision... Tu viendras pas riche, puis tu deviens pas riche. C'est vraiment une envie... C'est un service. C'est un service. C'est une envie de faire connaître les services qu'on a à Laval. Et les changements, le plus grand changement qu'on attend présentement, on est encore diffusé, comme je disais tantôt, on n'a pas des caméras HD, on est dans des studios un petit peu modestes. Donc, dans la prochaine étape, c'est vraiment de déménager cette télévision-là, d'améliorer de façon locative la télévision, les équipements de la télévision. On est tous dans ce processus-là, bien entendu, en travaillant avec la Ville qui va nous aider aussi. Et en gardant, bien sûr, cette vocation communautaire qui est si importante, justement, pour parler des gens de Laval. C'est une télévision communautaire. On doit faire connaître notre ville à travers notre Facebook, à travers notre site Internet et aussi à travers la télévision. OK. Alors, il y a du neuf à TV Laval, c'est bien ça? Il y a du neuf, absolument. Il y a du neuf à TV Laval. Et bien sûr qu'on continue à regarder cette télévision-là croître au fur et à mesure. Merci, Édouard. Et c'est moi qui te remercie d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. À intervalles réguliers, elle vient nous présenter ses coups de cœur de gens qui font du bénévolat ici à Laval. Peggy Bellin avec sa chronique Mille merci. Et c'est quelqu'un proche de nous, en fait. Oui, c'est Pauline Bourgault, qui est notre doyenne en matière de bénévolat ici à TVRS. Ça fait 10 ans qu'elle est avec nous. Elle est derrière la caméra, elle va sur le terrain et est impliquée aussi dans plein d'autres choses à Laval, dans le milieu de la culture. Elle fait le mondial choral, elle est aussi dans le Symposium Sainte-Rose et elle avait plein de belles choses à nous dire. Ça me fait plaisir de vous la présenter cette semaine. Voici les images que je vous ai rapportées. Pauline, on te connaît, mais on te voit pas souvent parce que tu es habituée d'être derrière les caméras. Ça fait 6 ans que tu es avec l'équipe de TVRL. D'où est venue cette passion-là pour la caméra? Je pense que je l'ai toujours eue. Quand c'était pas une petite caméra, prendre des photos, là, je prenais la caméra de ma mère, puis j'en ai usé des films. J'en ai usé beaucoup de films, puis après ça, j'ai eu la chance ici de jouer avec les vraies caméras, là. Je me suis lâchée douce. Ah. Oui, tu t'es même payé ta propre caméra. Comment tu nous as découvert? Comment cette histoire-là d'amour a commencé avec nous? Mon Dieu, comment je suis arrivée? Je suis arrivée ici, c'est un ami qui m'a amenée ici. Puis il m'a dit, ben regarde ça, puis tiens, prends-toi une caméra, puis tu vas être capable. Je dis, ben non. Ben oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Fait, c'était grand, on avait beaucoup de studios, puis c'était vraiment une belle équipe. Fait là, je pouvais pas faire autrement que pas aimer ça. C'est une belle histoire d'amour. Oui. Ah oui, vraiment, là, oui. À part être à TVRL, tu es impliquée aussi dans plein d'autres organisations, dont le Mondial Choral. Ça fait 10 ans. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Moi, ça fait un bout là, que je m'occupe des accompagnateurs de chœur.
j'ai commencé, j'ai touché un petit peu, un peu à tout, là, mais j'étais avec les accompagnateurs de chœur. Mais qu'est-ce que ça fait? Comment ça se passe? Toi, tu accompagnes les chorales avant qu'ils embarquent sur scène, c'est ça? Moi, je prépare tous les horaires des accompagnateurs. Tel chœur va être avec... Il faut aller les chercher ou tout ça. S'il y en a qui sont espagnols, il faut que je trouve des accompagnateurs qui parlent. On est au service des chorales. Fait que là, je mets une personne responsable. Puis... Mais j'ai tout le temps eu la crème, je peux le dire, là, la crème des bénévoles pour le mondial. Moi, c'est moi qui est meilleur. Ça paraît dans tes yeux. Puis tu es aussi impliquée dans le Symposium Sainte-Rose. Tu fais quoi avec eux? Mais on s'occupe des artistes. Ça, c'est génial. Ça, là... ça, mais tu as un petit côté artiste, toi aussi, parce qu'à la caméra, on a des angles de vue à prendre, fait que ça va chercher ce côté-là. Oui. Oui. Là, il y a tellement des bons artistes. Là. Ça, là, c'est mon bonbon de l'année. C'est vraiment, là. Tu te gâtes en redonnant aux autres. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu diras aux gens qui veulent s'impliquer bénévolement? Pour toi, là, ta principale source d'inspiration? Moi, j'ai toujours pensé aux autres. Fait que je sais pas, au bien-être ou... Puis en même temps, c'est de trouver quelque chose que tu vas t'accomplir, qui va t'apporter quelque chose aussi. Il y a de l'aide. On peut s'impliquer dans toutes sortes de choses. Il y en a, là. Il y a beaucoup de demandes. Fait que c'est de trouver notre place. De s'accomplir en redonnant aux autres puis en apprenant. Oui, effectivement. Mais Pauline, au nom de la chronique Mille merci et de tous les Lavallois, on te remercie pour ton implication et on te souhaite encore 30 d'autres belles années avec nous. Merci beaucoup. J'espère bien encore être... Ça va être un petit peu vieille, là, mais en tout cas... Merci, Pauline. Ça me fait plaisir. Merci. Grand merci à Pauline, cette bénévole avec nous. Tu as dit TVRL, mais il va falloir que tu adaptes ton discours. Hein? C'est TV Laval maintenant. Oui, c'est vrai. J'ai fait une erreur. Mais c'est correct, parce que comme on parlait d'elle depuis les 10 dernières années ici comme bénévole. D'ailleurs, tu as des chiffres sur le bénévolat. Oui, Pauline s'implique dans le type de bénévolat qui est le plus populaire, en fait, qui est les arts et la culture. C'est dans ce milieu-là que les gens s'impliquent le plus. Et en 2010, Statistique Canada disait qu'en moyenne, une personne s'impliquait 127 heures par année au niveau des arts et la culture. Puis ensuite, c'est quoi les prochains secteurs? Il y a sport et loisirs, évidemment, qui est en deuxième position. Oui. Et tout ce qui rapporte les droits et les politiques. Les gens aiment s'impliquer. Donc, c'est le top 3 au niveau des organismes là, où les gens aiment s'impliquer. Ça va bien dans ta grossesse, c'est correct? On peut-tu demander encore aux gens de nous suggérer des candidatures? Mais oui, je m'en vais pas tout de suite. OK, c'est ça. Je finis ma saison avec vous. Oui. Si vous avez des personnes à nous dévoiler, nos coups de cœur lavallois, écrivez-moi au peggy@tvrl.ca. Merci, Peggy. Ça fait plaisir. Pour la portion art et spectacle de notre émission d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous en studio le nouveau compositeur en résidence de l'Orchestre symphonique de Laval, Nicolas Gilbert, qui est avec nous. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Dans cette toute nouvelle tâche qui a commencé pour vous en septembre dernier, compositeur en résidence de l'orchestre. Un partenariat qui va s'étaler sur, 1 an, 2 ans, peut-être à vie? Plusieurs années. À vie, peut-être pas, mais plusieurs années. C'est quelque chose qu'on voit quand même dans la durée. C'est des projets qu'on met en place qui doivent se dérouler dans un certain temps. Donc, ça va au-delà de la simple composition d'une pièce par année ou tout ça. Oui, c'est ça. C'est quand même tout un partenariat qui va vous impliquer, oui, avec l'orchestre, mais aussi avec la communauté lavalloise, avec les jeunes, entre autres. Vous allez vous-même vous rendre jusqu'à des écoles. Oui, bien, l'Orchestre de Laval est vraiment... je dirais, assez particulier, assez spécial dans ce projet-là. Parce que d'abord, c'est pas tous les orchestres au Québec ou ailleurs qui ont un compositeur en résidence. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis, moi, je succède à Tim Brady, qui a été là pendant 4 ou 5 ans, si c'est pas 6.
Et Tim, avec le chef Alain Trudel, ont vraiment développé des projets extraordinaires dans les écoles, surtout dans les écoles secondaires. Ils ont amené les jeunes à composer pour l'orchestre. Ils ont amené l'orchestre dans les écoles, donc initier vraiment les jeunes au monde de l'orchestre. Toutes sortes d'affaires assez extraordinaires, avec le primaire aussi. Et puis, moi, j'arrive dans ça qui était vraiment bien établi avec la touche de Tim, qui est un compositeur extraordinaire, puis quelqu'un qui est un communicateur aussi. Donc, j'arrive là-dedans. Et puis là, on est en train d'adapter la formule à ce que moi, je vais pouvoir faire. Donc, ça va être avec les écoles, autant au secondaire qu'au primaire, dans la communauté, avec les gens qui vont aussi, le public, c'est-à-dire trouver des façons de rendre l'expérience du concert pour le public encore plus intéressante, d'amener ça à un autre niveau que juste bon, on va au concert, on s'assoit, on écoute. Décloisonner cette musique classique, souvent aussi qu'on associe peut-être moins facilement aux jeunes. On dit souvent, bon, c'est des adultes qui vont au concert, puis que les jeunes, moins intéressés, mais... Non, avec ces activités-là, finalement, les jeunes, en plus, vous dites, vont composer et ensuite vont aller. On sait qu'il y a déjà des concerts qui sont présentés aux jeunes aussi, exclusivement, particulièrement, en fait, à l'OSL. Bien, pour moi, en tout cas, c'est une grave erreur de considérer que la musique classique, c'est une affaire de vieux. Il n'y a pas plus faux que ça dans la vie. D'ailleurs, la musique en général, pour les jeunes, les jeunes, les adolescents, puis même les enfants, ont une façon d'appréhender la musique qui est souvent assez extraordinaire. C'est très physique. D'abord, la musique, en général, c'est très physique. Hein? Puis vous voyez un ado, il a toujours les écouteurs dans les oreilles. Hein? Leur vie se passe dans la musique. C'est peut-être pas toujours la musique symphonique, ça l'est parfois. Hein? On serait surpris des fois d'aller entendre qu'est-ce qu'ils ont dans leurs écouteurs. Il manque le contact. Peut-être. On va rêver. Mais vous, quand même, vous êtes encore très jeune, Nicolas Gilbert. Quand même, déjà, à votre actif, vous avez près d'une 40aine d'œuvres de musique classique. Vous avez étudié, entre autres, au Conservatoire de musique de Montréal, l'Université McGill. Et là, dans cette résidence, bien sûr, il y a ce contact-là avec les jeunes, mais bien sûr, de la composition à la base. On va pouvoir entendre une première mondiale le 12 mars prochain, une composition ou une création qui s'appelle « La voix de l'autre, micro-concerto pour orchestre ». Quelle est cette œuvre? Oui, je ne l'ai pas entendue encore, mais on n'a pas commencé les répétitions. Mais je l'ai. Sur papier, c'est ça. Comme tout compositeur, il y a l'orchestre qui est à l'intérieur de la tête. Oui. Donc, oui, c'est une pièce... En fait, Alain, le chef d'orchestre, Alain Trudel, avait cette idée pour le concert de vraiment mettre les musiciens de l'orchestre en vedette, tout particulièrement les vents d'orchestre, donc les cuivres et les bois. Parce qu'il faut dire que l'Orchestre symphonique de Laval, c'est un orchestre qui est extraordinaire. Dans les sections, dans les vents, tout l'orchestre est extraordinaire. Les vents, c'est particulièrement, il y a des musiciens individuels là-dedans, ils sont tous, c'est des gens qui jouent de la musique de chambre, c'est des gens qui font du solo, c'est des gens et qui sont là à l'orchestre et qu'on a eu envie de mettre vraiment en valeur dans ce concert-là. Alors, c'est un peu pour ça qu'il y a la pièce d'Indemith qui est là, qui met vraiment la section de vent très, 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 très en valeur. Il y a une pièce, un Mozart aussi, la 12e sérénade, qui est aussi pour faire chanter l'orchestre, chanter les vents. Et puis, il y a ma pièce. C'est ça, où il y a les grands, Mozart, mais il y a le grand Gilbert aussi qui s'en vient, qui va être présenté. Donc, oui, c'est ça. La voix de l'autre, l'idée, c'était un peu de faire entendre les musiciens de l'orchestre d'une façon un peu inhabituelle. Et j'ai décidé de penser vraiment à travers toutes les sections de l'orchestre en leur donnant à presque chacun des musiciens de l'orchestre un moment. Où ils vont ressortir. Un petit solo ou presque dans le... Il y a énormément de solos un peu partout. Il y a des duos, il y a des trios. Donc, dans des combinaisons un petit peu inhabituelles. Ce qui fait qu'on va entendre l'orchestre d'une façon, je dirais, inhabituelle et de façon vraiment à les mettre en valeur leurs aptitudes de soliste à tous ces gens-là. Puis c'est vrai pour les vents, mais c'est vrai aussi pour les cordes, pour les percussions. Donc c'est vraiment une façon d'aller jouer à l'orchestre d'une façon un petit peu inhabituelle au niveau de l'instrumentation. Et puis c'est pour ça la voix de l'autre. C'est-à-dire chacun des musiciens va entendre la voix une voix
qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude d'entendre dans le répertoire c'est ça, traditionnel. d'habitude, c'est plutôt vraiment l'ensemble, le groupe, l'orchestre au complet. C'est ça. Donc, et vraiment des combinaisons un peu inhabituelles. Hein? La pièce commence avec un solo de piccolo, mais vraiment solo, c'est-à-dire il n'y a rien. Et on va, à la fin, vers un grand solo de tuba. Donc, c'est assez inhabituel. Les instruments qui, d'habitude, sont là en support, mais pas seuls. Ils ont rarement, disons, la vedette. Oui. Alors, je donne un peu successivement la vedette à tout le monde. C'est une façon aussi pour moi d'arriver à l'orchestre en résidence puis de dire à l'orchestre, regardez, on est des amis, on va travailler ensemble, puis je vous donne ça. Puis c'est un défi aussi, parce que c'est une pièce qui est assez costaud, je dirais, pour l'orchestre, mais je pense qu'ils vont avoir du plaisir à jouer. Là, je touche du bois. Oui, c'est ça. On touche notre table ici. Et vous serez dans la salle, bien sûr, le 12 mars. On pourra vous voir, vous entendre commenter cette première présentation de La Voix de l'autre. Je rappelle, c'est le mercredi 12 mars à 20h à la salle André-Mathieu, bien sûr, où sont présentés les concerts de l'OSL. Nicolas Gilbert, merci beaucoup de cette visite. On vous recevra, bien sûr, si vous êtes ici pendant 2-3 ans. Vous reviendrez nous présenter les prochaines créations. Ça me fera plaisir. On va se voir souvent. Oui, c'est ça. Bien, merci. Bon concert. Merci. Merci. À bientôt. Avec la très belle et charmante Odile Chevassus cette semaine, on parle d'un sujet que je connais pas du tout, en fait, les soins pour hommes. Parce que, bien, pauvres eux, ils ont le droit, eux autres aussi, de faire attention à leur peau et de prendre soin d'eux. Bien, tout à fait. Tu sais, depuis plusieurs années, de toute façon, maintenant, c'est d'actualité. Hein? Les gens, c'est plus réservé juste aux femmes, les soins. Ben oui. Alors, mais tu sais, les hommes, d'abord, ils ont la peau plus épaisse, environ 22 %, et aussi, ils ont un collagène supérieur aux femmes. Okay. Donc, les hommes, ça prend plus de temps avant qu'ils vieillissent. On parle de vieillissement à partir de 35 ans, mais leur descente au vieillissement est beaucoup plus rapide que nous. Voilà, j'allais dire, c'est tellement pas juste, mais après ça se rééquilibre. Oui, ça se rééquilibre. Donc, mais il faut qu'ils prennent soin d'eux quand même et qu'ils préviennent aussi les signes du vieillissement, parce que même s'ils ne se maquillent pas, des maquillages et tout ça, ils sont quand même à l'affût de la pollution, des signes extérieurs, du climat. Donc, leur peau est agressée et leur peau est agressée aussi quotidiennement avec le rasage. Oui, souvent, ils travaillent dans des milieux poussiéreux aussi, les hommes sur la construction, tout ça, peu importe. Oui, c'est ça, avec la pollution. C'est pas très bon pour la peau, effectivement. Non, tout à fait. Puis le rasage, bien évidemment, c'est le tiraillement de la peau, c'est les égratignures, les éraflures, les coupures aussi. Donc, il faut prendre soin de sa peau aussi pour ça. Donc, en partant, je voulais te parler, de rasage. Donc, ta ProRaso, c'est une marque italienne, écoute, depuis 1946, c'est une vieille marque italienne qui a un bon produit. C'est une crème à barbe. Ça peut te faire un an, cette canne-là. Okay. Ils ont sorti un produit pour les barbes dures maintenant, parce que comme nous, les hommes ont différentes textures de peau. Ouais. Voilà. Et difficile à oui, mais c'est pour les hommes. Évidemment, il est neuf, hein, tu sais. Alors, touche... C'est une texture... c'est plus dense, je sais pas comment dire. Oui, c'est plus... ferme. Alors, ça t'en prend très, très peu pour les hommes. Regarde... Tu vois comment je l'étends, là, ça en prend très, très peu pour les hommes. C'est pour ça que je te dis un an, une canne comme ça. Oui, ça sent. Donc, ça fait vraiment la différence pour la peau. Oui, aussi, c'est ça. Tu as des produits qui sont hydratants à l'intérieur. Donc, c'est important de choisir un bon produit de rasage. Parlant de rasage, je voulais te parler du rasage des parties intimes des hommes. Parce que tu sais que les sondages, là, 9 femmes sur 10 préfèrent un homme qui est rasé, qui est trimé. Alors, tout à fait, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. Puis les gars à la maison, là, c'est ça. Il y en a qui sont... ils aiment que leur femme, leur conjointe, leur blonde soient rasées. Oui. Mais ils omettent des fois eux-mêmes de le faire. D'accord. Et aujourd'hui, bien, c'est important de le faire. Alors, oui, la crème à barbe aussi, on peut l'utiliser. Ça serait excellent pour ça, c'est ça. Effectivement, tu peux prendre la régulière ici. Ça, c'est le petit format voyage, mais tu peux prendre ça. Bon, tu peux aller chez les esthéticiennes pour la cire. C'est un petit peu plus sensible, mais ça fait une job pour plus longtemps. Oui, hein? oui, oui. Et puis après ça, tu peux l'entretenir. Puis si c'est la première fois que vous le faites, vous êtes mieux de trimer avant avec un ciseau avant d'aller au rasage. Parce que ça va être assez pénible. Oui, et puis c'est ça, il y a des petites éraflures et tout ça. Alors, quand tu as des éraflures et du tiraillement, Caudalie, c'est un produit, je vais dire, pour toute la famille. Les femmes, on l'aime. C'est de l'eau de raisin que tu appliques et c'est 127 % plus hydratant. Donc, ta peau d'homme, là, ou ta peau de femme aussi, ça, c'est vraiment pour les deux. Mais tu le mets dessus, ça apaise immédiatement le petit sentiment de tiraillement. Okay. Fait que tu peux l'utiliser aussi pour les parties intimes après le rasage, si c'est un premier rasage.
Ensuite, bon, là, tu t'es rasé. Un produit qui est très intéressant pour les hommes, c'est l'exfoliant. Exfoliant nettoyant. Chez Clarins, ça en est Et très, c'est très bon. spécifiquement pour les hommes. Oui. C'est bon à savoir parce que j'avais toujours l'impression que c'était seulement du marketing. Non. Les produits pour hommes et pour femmes. Non, Mais comme je c'est disais tout à spécifique. l'heure, la peau n'est pas pareille d'un Oui, homme. c'est- Fait que des fois, la granule va être plus épaisse ou plus... Elle va nous irriter, nous. On ne prendra OK, pas les OK. produits d'hommes, surtout les exfoliants, justement, Ça pour serait ta un petit peau. peu trop intense Tout à pour fait. notre visage. Tout à fait. Puis ça, c'est facile, tu le laisses. Les hommes, c'est un des soins qu'ils aiment le plus, exfolier, parce qu'ils ont un sentiment qu'il y a une action immédiate, parce que ça graphine Oui. la peau, ça nettoie. Alors, ça enlève les peaux mortes, et puis évidemment, ça régénère plus facilement ta Ça nouvelle... prévient peut-être les petits boutons là, avec Oui. les poils incarnés. tout ça. Exactement, exactement aussi. Ensuite, tu as les produits. Bon, ça, c'est un produit, je vais dire, global, tout en un. Alors, c'est Gel multifonction hydratant. Oui, c'est ça, Denux. Énergisant en plus. Hydratant, énergisant, matifiant et c'est une texture gel qui est légère. Donc, les hommes aiment ça aussi. Ils n'aiment pas avoir le sentiment d'avoir quelque chose de gras sur la peau. Ils sont pas qui habitués de reste- se maquiller, tout ça, donc ils veulent pas sentir quelque chose. Là, Non, c'est ça. Fait qu'un produit, tu sais, si notre homme, il veut pas se mettre le petit produit yeux, le petit produit, bon, de tous les soins, alors on utilise celui-ci ici. D'accord. Défatigant visage, Clarins, c'est défatigant visage. Là. Les hommes comme nous, tu sais, t'as une journée qui est difficile la veille, peu importe, tu mets ça, c'est un éclat instantané. Fait que tu peux l'utiliser le matin, le soir, tu retournes, t'as un souper, tu rinces le visage sur un visage propre et voilà, tu utilises ce petit produit. Un dernier petit produit magique, Dia pour les yeux. Les cernes, anti-fatigue, juste un petit tenseur pour les yeux, alors magique. Excellent. Mais c'est la seule justice en ce monde. Tout le monde vieillit. Alors, les hommes aussi, faites attention à votre peau. Merci beaucoup, Adil. À la semaine prochaine. Bonne semaine. L'union fait la force et c'est encore plus vrai lorsque des femmes décident de s'unir ensemble pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Justement, elle est directrice générale de Femmes et Sœurs de Laval. Notre invitée, Ève Dalphond. Bonjour, Ève. Bonjour. Ève, d'abord, on va faire un peu d'historique de Femmes et Sœurs parce que ça existe depuis bientôt 20 ans. C'est bien ça? Oui, bien, disons que les Femmes et Sœurs, de façon informelle, ont commencé à se structurer en 1991, mais c'est vraiment, ou 1995, mais c'est vraiment en 2001 que le regroupement a vraiment pris forme, puis on a commencé à avoir un petit peu le support du ministère des Finances et de l'Économie. Laval est le dernier des chapitres dans ces 17, c'est ça? C'est le plus récent? Parmi les derniers, oui. Il y a eu Laval, Lanaudière et Laurentides qui se sont ouverts un petit peu à la fin, évidemment basés sur les budgets du gouvernement, là. Femmes et Sœurs, c'est un mouvement d'entraide ou ce sont des ressources pour les femmes qui veulent aller en affaires ou qui sont déjà en affaires? Disons que, de façon très, très générique, Femmes et Sœurs, c'est une entité de financement, mais qui est structurée sous forme d'un organisme à but non lucratif. Le mandat premier ou la mission première des Femmes et Sœurs, c'est de promouvoir ou d'augmenter la participation des femmes au développement économique régional, puis notre façon de faire, c'est sous forme d'octroi de prêts. Et on a un budget, je pense, global de 600 000 $, c'est ça, dans chaque région, c'est à peu près ça? Bien, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un budget de capitalisation et puis on a un budget opérationnel. Le budget capitalisation, c'est ce qui est fait c'est ce qui est utilisé pour faire les investissements, les prêts aux entrepreneurs. Par contre, on a un nombre de bailleurs de fonds qui entrent parce que le 600 000, c'est du ministère des Finances et de l'Économie du Québec, mais on a un bailleur de fonds qui s'appelle Filaction aussi qui entre. Alors, le fonds de capitalisation peut tripler facilement par rapport à ça. Est-ce qu'on devient membre ou on adhère? Comment on rentre dans Femmes et Sœurs, justement? Chaque région a ses propres façons de faire, mais disons qu'à Laval, en ce moment, on n'a pas besoin d'adhésion, on n'a pas besoin d'être membre. C'est juste une question de nous contacter et puis, dépendant de votre projet, on peut vous financer, vous accompagner, faire des services qu'on offre. En 20 ans, l'entrepreneuriat féminin a beaucoup changé. Oui. Est-ce qu'on a des statistiques à savoir si ça s'améliore? Oui, ça s'améliore. Disons qu'en 2012-2013, on avait 36 de toute la catégorie entrepreneuriat qui était spécifiquement l'entrepreneuriat féminin. Puis si on regarde, basé sur ce 36 %-là, c'est une augmentation d'environ 30 sur 25 ans. C'est quand même important, là. Et déjà à Laval, bon, c'est tout nouveau encore. Oui. Est-ce que vous voyez déjà des effets bénéfiques de votre arrivée?
Oui, définitivement. Mais comme vous mentionnez, c'est évident, on est nouvellement implanté. Alors, on a quand même beaucoup sur la planche à faire. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, définitivement, on voit qu'on a une valeur ajoutée parce que le nombre de téléphones qu'on reçoit ou de courriels, je veux dire, je ne m'attendais vraiment pas à une quantité aussi élevée. Les femmes vont surtout dans des domaines spécifiques ou c'est dans tous les domaines maintenant au niveau des affaires? Disons que c'est certain que la femme... La façon, puis je répondrai d'une autre façon, c'est que la femme définit le risque de façon très différente de l'homme. Ah, OK. Alors, évidemment, il y a certains secteurs qui vont être favorisés, comme le secteur de l'alimentation, le service, qui est moins risqué, où l'échec est peut-être plus bas que d'autres secteurs. Mais de façon générique, je peux vous dire qu'en ce moment, on regarde un dossier d'ingénierie. Alors, tu sais, ça varie. Donc, c'est assez varié. Exact. Est-ce que les femmes ont encore des problèmes, comme c'était dans le temps, d'avoir du financement pour leurs entreprises, justement parce qu'elles sont des femmes? Définitivement. Puis c'est une raison pour laquelle les femmes SR se sont développées à travers les 17 régions administratives du Québec. Moi, je dirais que c'est relié à la perception, c'est relié à l'attitude de la femme. L'accès aux capitaux a toujours été et demeure vraiment le grand défi de la femme. Et puis, je pense qu'on peut le regarder sous forme de 2 volets. Volet numéro 1, c'est que la femme a une tendance à être intimidée par le processus bancaire, c'est-à-dire les bailleurs de fonds conventionnels, tout le processus lui-même. Et puis, l'autre aspect qui est important à mentionner aussi, c'est que la femme, souvent, a moins de collatéral que l'homme. Alors, c'est du plus difficile pour un bailleur de fonds conventionnel d'octroyer des prêts dans des situations comme ça. Bon, j'imagine qu'il faut avoir 18 ans et plus pour être et être une femme, bien sûr. Définitivement. Puis, bon, j'ai une bonne idée, je viens vous voir. Vous allez m'aider à faire naître cette idée-là pour que ça devienne une entreprise? C'est-à-dire qu'on va vous accompagner dans la définition, si c'est ce que vous avez besoin. Nous, on essaie de se positionner comme une entité qui est très flexible, qui est souple, puis qui répond plus facilement aux besoins qu'encore là, le bailleur de fonds conventionnel. Alors, si vous venez nous voir, puis vous n'avez pas encore une idée concrète de ce que vous voulez faire, on va vous accompagner, mais disons que de préférence, on aimerait que la femme nous arrive avec déjà un plan d'affaires détaillé. C'est tout simplement une question de ressources à ce point-ci. Puis aussi, on peut être en affaires, être une femme puis avoir besoin de vos ressources aussi, non? Absolument. C'est la même chose. Absolument, absolument. On fait comment pour rentrer en contact avec Femmes SR Laval? Bien, premièrement, on peut nous appeler dans le 450-681-8689, donc le 450-681-8689, ou aller directement à notre site Internet, qui est www.femmesrlaval.com. Et là, on a tous les détails. Sur l'organisation, les 17 régions, le réseau et tout. Merci beaucoup, Ève Dalphond. C'est moi qui vous remercie. Cette semaine à l'émission, on reçoit le coordonnateur général de la SIVA PHL, M. Éric Acco. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, si on expliquait aux gens, c'est quoi le nom complet de SIVA PHL? Alors, SIVA PHL, c'est la Corporation Intégration à la vie active des personnes handicapées de Laval. Parfait, merci. Voilà. Alors, présentez-nous un peu l'organisme. Alors, la SIVA PHL, c'est un organisme communautaire qui travaille ici dans toute la région de Laval. Un organisme créé depuis février 2001, mais qui travaille essentiellement à développer des habiletés sociales et puis les habiletés socio-professionnelles des jeunes handicapés résidant à Laval, âgés entre, on va dire, 16 et 35 ans. OK, d'accord. Voilà. Et votre mission, c'est quoi exactement? Alors, la mission, c'est d'aider les jeunes lavallois à développer des capacités socio-professionnelles en complémentarité avec les services existants, parce qu'on n'est pas le seul organisme à nous occuper des personnes handicapées à Laval. Il y a des volets qui intéressent l'intégration des personnes handicapées et chaque fois qu'on peut les référer à d'autres organismes qui aussi accompagnent le développement des jeunes handicapés, on les réfère si on n'offre pas ce type d'activité. Okay. Donc, c'est vraiment couvrir tous les besoins qui sont liés au développement du potentiel des jeunes handicapés. Parfait. Donc, vous les aidez énormément et vous offrez également des services. Tout à fait. Quels sont les services qu'on retrouve? Alors, on va dire essentiellement, on a 2 niveaux de services. Le premier niveau, c'est un ensemble d'activités liées au développement des capacités professionnelles. On travaille la préemployabilité. On a des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé et qui sont des handicapés
et qui ne savent pas ce que c'est, comment rédiger un CV, comment faire une lettre de présentation, qui n'ont peut-être pas forcément l'estime, la confiance qu'il faut pour affronter le marché du travail. Alors, on va récupérer ces jeunes-là, on va travailler des habiletés avec eux, développer des ateliers pour développer l'estime de soi, la confiance en soi, la rédaction de CV, la lettre de présentation, comment on peut rechercher une offre d'emploi, leur offrir aussi des possibilités de stage, de bénévolat. Donc ça, c'est un volet vraiment essentiellement orienté sur le développement. Pour les encadrer beaucoup. Voilà, vers l'emploi. Donc pour faire la démarche vers l'emploi. Le deuxième volet, le deuxième niveau de service, c'est tout ce qui a rapport à l'intégration sociale. On est conscient que tous les jeunes ne peuvent pas forcément aller sur le marché de l'emploi. Et ce n'est pas une raison pour que ces jeunes-là ne participent pas pleinement à la vie sociale. Donc, on offre des activités... des activités aussi? De type purement social. Par exemple, on fait des activités de cuisine collective. Ah, c'est agréable. C'est ça, avec des jeunes qui se disent, ben voilà, moi, je vais apprendre à faire de la bonne cuisine à petit prix. Donc, on développe des activités de cuisine collective avec des groupes de jeunes. On fait aussi des activités de sortie. Ils peuvent sortir pour aller visiter différents endroits. Ça leur permet de réseauter, de se faire de nouveaux amis et de ne pas forcément rester derrière l'écran et Facebook. Donc, ils sortent... Et Facebook, voilà, c'est ça. C'est ça. Ils sortent pour se faire des amis, de visiter de nouvelles places et puis faire des activités ensemble. Et donc, c'est aussi ça ce qu'on fait comme activité. On a des ateliers d'informatique, des ateliers de photo, vidéo. Disons qu'on développe beaucoup plus tout ce qui est lié à l'apprentissage. Venir, même si on ne veut pas aller en emploi, mais venir apprendre quelque chose, même si on peut faire seul cette chose-là chez soi, et vraiment participer à la vie sociale. Donc voilà les deux niveaux de services qu'on offre, le volet employabilité et le volet intégration sociale. Et vous offrez aussi vous avez également beaucoup de projets? Ah oui, tout à fait. Vous savez, les personnes handicapées ont assez de besoins. Oui. Et vu que notre mandat, c'est vraiment d'aider ces jeunes-là ou ces personnes-là, nous avons effectivement beaucoup de projets. On a un projet qu'on a appelé Handicapable. Bon, okay, handicapable, c'est ça. C'est effectivement pour montrer le potentiel de ces personnes handicapées-là, pour aller convaincre, on va dire, les employeurs. Parce que la société aussi fonctionne avec des préjugés qui sont tels que quand on voit une personne handicapée, on ne voit pas tout de suite le potentiel, on a peur de recruter le handicap. Alors que derrière le handicap, il y a tout un potentiel, il y a de la vie, il y a un dynamisme qu'on peut aussi offrir. Oui. Et donc, c'est de sensibiliser aussi les employeurs à différents niveaux. Voilà, leur montrer que exactement, qu'ils ont les mêmes émotions que tout le monde et qu'on peut leur offrir leur chance, d'offrir ces possibilités de travail. On a des activités de camp de jour. Camp de jour, oui, pendant l'été, où on offre cette activité pour deux groupes de handicap. On a d'abord l'activité qu'on appelle Club Propulsion. Le Club Propulsion, c'est une activité de camp de jour pour des jeunes ados de 14 à 21 ans qui vivent avec une déficience physique. Okay. Donc là, c'est la déficience physique exclusivement. Donc, vraiment... vous avez des groupes différents par d'activité, exactement. Exactement. On a également un autre camp de jour pour les gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, âgés de 18 ans et plus. Donc, ça fonctionne aussi par âge et par type de déficience. Donc, comme ça, vous encadrez bien le groupe d'âge de chaque personne. Exactement. Et vous avez également beaucoup de défis actuels auxquels vous devez... Tout à fait. Ah oui, le défi majeur auquel nous faisons face actuellement, c'est la question du financement. Oui. On a beaucoup de volonté, beaucoup de motivation et ce n'est pas toujours facile d'avoir le financement qui permettra d'opérationnaliser toutes ces intentions, tous ces bons projets qu'on a dans nos tiroirs. Et donc, effectivement, ce n'est pas facile pour nous de mobiliser des ressources pour essayer de financer toutes ces belles idées que nous avons. Et pour moi, c'est une occasion, effectivement, de lancer un appel à tous, c'est ça. Exactement, pour nous venir en aide et pour savoir qu'ici à Laval, il y a un organisme communautaire et qui également se dévoue à l'intégration active des personnes handicapées. Et je dois préciser que nous sommes reconnus par l'Agence du revenu du Québec comme organisme de bienfaisance, ce qui fait que même si les gens viennent nous faire des dons, ils peuvent toujours avoir un reçu de charité pour le justifier. Toujours. Voilà, on est toujours ouvert à cela. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Merci d'être passé à Laval. Merci de m'avoir donné l'occasion de présenter la CIVA à la communauté lavalloise. Ça fait plaisir. Merci bien. Merci.
Le film Pompéi du réalisateur Paul W.S. Anderson vient de sortir en salle au Canada tout récemment. Et j'ai vu la bande-annonce, Nicolas, et puis je suis tombée en amour. Je pense que ça va être extraordinaire, ce film-là. C'est comme le parfait mélange de désastre épique, historique, parce que ça parle de la destruction de Pompéi en 79 avant Jésus-Christ. Puis il y a de l'amour en plus, avec un beau mec, Il y a tout. Une belle 3D fille en aussi. plus, une belle fille. Il y a tout, ce film-là. Il y a absolument tout. Et tous ceux à la maison qui ont regardé la bande-annonce et qui ont aimé ce qu'ils ont vu, bien, vous allez adorer le film. Et ceux qui n'ont pas aimé la bande-annonce, vous allez le détester comme ça se peut pas. What you see is what you get. Exactement. Et il devrait en avoir plus de films comme ça, des films plus... je suis tenté de dire honnête, dans le sens où souvent on regarde la bande-annonce, puis la bande-annonce, c'est fait pour juste attirer du monde. Donc, on s'arrange pour qu'il y ait à peu près tout pour tout le monde. Ouais. Et c'est là que les gens sont souvent déçus. Tandis que Pompéi, tu regardes la bande-annonce, puis c'est exactement ce que le film est. Et justement, Paul W.S. Anderson, c'est exactement le style de film qu'il fait. Il a fait Mortal Kombat en 95. C'est lui qui est derrière la série Resident Evil. Oui. Il a fait Les Trois Mousquetaires en 2011. Donc, c'est très... c'est des blockbusters divertissants qu'il fait. Et aussi, c'est ça, c'est très honnête. Là. On regarde la bande-annonce de n'importe lequel de ses films, puis ça nous dit exactement à quoi le film va ressembler. Là. Ça a l'air du film typique hollywoodien. On dirait que ça me fait penser peut-être à Titanic, un genre de film historique basé sur un désastre, puis qu'on en crée une romance et tout ça. Je sais pas si je me trompe. Ben, écoute, ça ressemble un peu à ça, parce que Titanic, c'est quelqu'un de la classe ouvrière et qui tombe en amour avec une demoiselle de la haute société. Ouais. Et finalement, il va la sauver pendant que le Titanic coule. Oui. Tandis que Pompéi, c'est l'histoire d'un gladiateur qui tombe amoureux d'une demoiselle de la haute société. Et justement, quand le volcan tombe en éruption, que c'est qu'il va aller faire? Il va aller essayer de la sauver. La sauver! Ah, c'est tellement magnifique. Tellement cliché, mais on adore ça. Ça fait que là-dessus, oui, ça ressemble à Titanic. Le film me fait un peu penser aussi à Gladiateur, mais pas dans un bon sens, parce que, bon, évidemment, le personnage principal, c'est un gladiateur. Donc, pendant une partie du film, on le voit en pleine action, en train de se battre. Et j'ai trouvé que ces scènes-là étaient plus ou moins intéressantes. Même si Gladiateur a été fait il y a presque 15 ans, ben ça bat encore aujourd'hui des films comme Pompéi. Donc, il y aurait peut-être plus dû focusser sur l'histoire d'amour ou le volcan qui tombe en éruption, mais tout ce qui est L'aspect gladiateur, c'était pas super. Okay. Ah, c'était correct. C'était pas mauvais, c'était correct, c'était ordinaire. Moi, j'ai trouvé que c'était un film, c'est très égal comme film. Il n'y a pas de moment plate, il n'y a pas de moment absolument incroyable aussi. C'est très égal et tout est bien fait. Le scénario, je pense que les scénaristes ont fait le meilleur par rapport à leur capacité. Mais c'est quand même eux qui ont scénarisé Batman Forever en 95, qui était, bon, on se rappelle, pas si bon que ça. En tout cas, mon avis à moi et pour beaucoup de monde. D'accord. Et quelque chose que je trouve dommage avec Pompéi, c'est que le film, avec 100 millions de budget, il a fait seulement 10 millions en fin de semaine. Il tombe en 3e position. Et c'est un peu dommage parce que, bon, Paul W.S. Anderson, tous les films qu'il a faits et qui sont basés sur des jeux vidéo ou d'autres choses comme Les Trois Mousquetaires, c'est des films qui ont fait beaucoup d'argent. Le dernier Resident Evil a fait 260 millions de dollars pour un petit budget de 60 millions. Donc, c'est beaucoup. Est-ce que ça peut dépendre peut-être de la course aux Oscars? Bien, pas de la course aux Oscars parce qu'on sait les nominer, mais les gens vont aller voir ces films-là peut-être plutôt... Pourquoi que ça a juste fait 10 millions? Une des raisons, bon, depuis 3 semaines maintenant, c'est le film Lego qui est au numéro 1. Puis bon, Lego, tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde a joué avec des Lego quand on était petit. Mais je pense que le problème qui se passe, c'est que vu qu'on est dans une ère de blockbuster où ce que les compagnies priorisent, c'est justement des blockbusters ou des franchises, des trucs que les gens connaissent déjà. Quand tu arrives avec quelque chose que les gens ne connaissent pas, oui, on connaît l'histoire de Pompéi, on le sait c'est quoi, mais il n'y a jamais eu d'autres films là-dessus, il n'y a jamais eu quelque chose que les gens ont pu voir de dessins animés ou quelque chose de même. Donc, les gens, c'est tout nouveau pour tout le monde, donc il y a plus de risques et, bien évidemment, c'est ce qui est arrivé. 10 millions dans sa première fin de semaine, au numéro 3, donc qu'est-ce qui va arriver? Je suis pas mal sûr que ça va descendre vite et que ça va être
peut-être 3e flop de ce réalisateur-là. Mais allez voir ça, ça a l'air tellement bon. Puis en plus, c'est historique, là. Je veux dire, on doit un peu dépeindre la vie de Pompéi à cette époque-là. Là, apparemment que c'est un genre de Las Vegas, Pompéi. C'est très beau visuellement. C'est vraiment très beau. Les acteurs sont bons, la réalisation est bonne, mais regardez la bande-annonce. Si vous aimez ça, allez le voir. Un film honnête. Oui. Merci, Nicolas Vincent Poirier. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bien, ça termine notre émission. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de faire, il y a différentes façons pour rejoindre l'équipe de Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercialtvrl.ca. Alors, merci à nos invités. Ils étaient nombreux en studio aujourd'hui. Je pense entre autres à Alain Desmarais d'Alice Innovation, Édouard Dacosta, qui est le président directeur général de TV Laval. Il y avait Ève Dalphon de Femmes Essor de Laval et il y a aussi Éric Acco de la Corporation Intégration à la vie active des personnes handicapées de Laval. C'est quelque chose, C'est ça? tout un acronyme. Nos chroniqueurs, Ghislain Plourde, Anne-Marie Kirouac, Catherine Duranceau, Odile Chevassu, Véronique Angélil et Nicolas Vincent Poirier, ainsi que notre maquilleuse Sophie Roy. Merci, Sophie. Et merci à l'équipe technique, c'est-à-dire nos caméramans Pascal et Daniel et à la réalisation Alain Huppé. Et en terminant, cette phrase qui termine toujours notre émission. Célèbre, une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Laval et compagnie. Bye, Amélie. Bye. Je suis contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Tu m'as manqué.